Quelques éléments que je présente ce soir sont tirés d'un livre à paraître au mois d'août qui s'intitule La rivière et le bulldozer. Comment j'en suis venu à m'intéresser aux sédiments? Alors en fait, j'ai choisi de prendre le parti d'une histoire un peu intime et familiale. Enfant, j'ai vécu dans la base-vie Fougerolles d'Adjaokuta au Nigeria. La base-vie, c'est un nom étrange, mais en fait, c'est un camp retranché avec des blancs dedans, les noirs dehors, en fait. C'était au milieu de la forêt tropicale. Ma mère, mon frère et moi, on sortait presque jamais de la base-vie. Et c'était une étrange petite ville, entreprise française destinée aux salariés d'une firme BTP, Fougerolles, qui après est devenue Eiffage dans son histoire. Et autour, il y avait plusieurs cantonnements du même type, des cantonnements retranchés du même genre, qui étaient gardés par des soldats de l'armée fédérale nigériane pour des géants de la construction russes, allemands ou belges. Et toutes ces sociétés participaient à un gigantesque chantier des républiques socialistes africaines, un de ces gigantesques chantiers bizarres, et les éléphants blancs. En l'occurrence, ici, ça devait devenir la plus grande aciérie d'Afrique. Et c'était une usine qui était de conception russe, dont les plans avaient été vendus à l'Inde. L'Inde avait vendu les plans à l'Égypte, et l'Égypte avait vendu ça au Nigeria, à Abuja. Donc il y avait ce grand chantier, et mon père était chef de chantier d'une équipe qui réalisait des coffrages glissants pour couler le béton de la centrale thermique qui était destinée à alimenter le complexe sidérurgique qui s'étalait sur des kilomètres le long du fleuve Niger. Et en fait, l'histoire, pour ma part, elle s'est arrêtée assez vite parce qu'on est parti un soir dans des conditions rocambolesques à l'occasion du coup d'État de 1983. Et l'immense aciérie n'a été inaugurée qu'en 2018, après 40 années de chantier, et pour être aussitôt fermée, en plus il n'y a pas de minerai de fer au Nigeria. Donc voilà, bon. J'avais entre 8 et 9 ans, et mon père m'emmenait quelquefois sur le chantier le dimanche voir les engins, les pelles mécaniques, les dumpers, les scrappers, les niveleuses, les bulldozers de couleur jaune ou rouge. Ça faisait partie de son quotidien au milieu de la forêt tropicale, et j'étais assez envieux de cet univers technique, et j'adorais monter dans les cabines des camions. De même, j'aurais bien voulu accompagner mon père et ses collègues lorsqu'ils allaient pêcher à la dynamite sur le fleuve Niger. Disons que c'était une drôle d'époque. Voilà. Alors, à la maison, j'avais le droit de jouer avec les répliques miniatures des engins Caterpillar. Et c'était davantage des objets de collection qu'achetait religieusement mon père. C'est plus des objets de collection que des jouets. Quoi qu'il en soit, je devins, en manipulant ces engins, un assez bon terrassier. Et mon bulldozer préféré, c'était le D9. Donc voilà, mon cousin D9. Voilà, j'élucide tout de suite. Le D9, c'est un modèle de bulldozer de Caterpillar, avec des chenilles en trapèze, des puissants vérins qui actionnaient une lame d'acier qui pouvait pousser des mètres cubes de remblai. Quand j'étais enfant, outre les Caterpillar, il y avait une autre collection de mon père que j'adorais, c'était des répliques de revolvers Colt et Remington de la conquête de l'Ouest. C'était calibre 44 des années 1850-1860, qui fonctionnaient à la poudre. Alors, tirer au revolver, c'était toute une histoire parce qu'il fallait enlever le barillet, mettre la dose de poudre dans la chambre, enfoncer les plombs au maillet, et puis vous mettiez une couche de graisse pour éviter la combustion d'une chambre à l'autre, pour que ça ne s'explose pas à la gueule. Et puis, enfin, derrière le barillet, il y avait des amorces qu'on disposait sur les petites cheminées. Et après, on remettait le barillet sur l'axe mobile. Donc, pour un 6 coups, ça durait 20 minutes de préparation. Et on tirait sur des canettes avec de gros madriers de pain derrière. Et on admirait les dégâts du calibre 44 sur le pain. Mon père m'a transmis le virus du western. J'adorais les Sergio Leone, évidemment, les 7 mercenaires, Rio Bravo, beaucoup de John Wayne. Et ce qui me fascinait dans l'ambiance des westerns, c'était la poussière, la boue, la crasse, en fait,
qui faisait que ne survivaient dans ce milieu que des durs à cuire mal rasés, couverts avec un pancho couvert de poussière. Il y avait la scène géniale dont vous devez vous rappeler dans Le Bon, la Beauté et le Truand, où les nordistes sont pris pour des sudistes à cause de l'uniforme qui est recouvert de poussière. À un moment donné, le colonel s'époussette et on voit que c'est un nordiste et pas un sudiste. Et donc j'admirais le savoir-faire qui consiste à planter des décors crasseux au milieu du désert. Je savais que ça se tournait en Espagne pour certains, avec des cabanes brinque-ballantes. Puis là, il y a cette scène où John Wayne appelle Burdett, Nathan Burdett. Donc c'est la scène de résolution de Rio Bravo. Et ça se termine à la dynamite d'ailleurs. Et qui est tournée au milieu de sortes de ruines simili-mexicaines. Et aux États-Unis, la ruine, c'est pas tant un témoignage historique qu'une fonction indiciaire dans un système symbolique. Vous avez des éléments paysagers comme la silhouette du cow-boy Marlboro, le troupeau de bisons, le Grand Canyon, et puis ces simili-ruines que vous voyez ici, une sorte de vestiges factices, des petits pans de murs de briques, tels que celui derrière lequel s'abrite John Wayne à la fin de Rio Bravo. Mais ça devient des éléments de décor de l'époque western, ainsi reconstitués. On les voit dans les villes du Texas, du Nouveau-Mexique, et ça bourgeonne dans toutes les réinterprétations architecturales pop et post-modernes. Donc, il y a un texte d'un géographe qui s'appelle John Binkeroff Jackson sur la nécessité des ruines, selon lequel cette nécessité des ruines se fait sentir même dans des paysages qui sont anhistorisés, dans du vernaculaire un peu tiède de la vie quotidienne. Et en photo, là, c'est la brillante Denise Scott Brown qui avait fait avec son mari Venturi Learning from Las Vegas, un studio d'architecture au milieu du désert à Las Vegas. Alors cette question de la ruine et du paysage anhistorique, du vernaculaire, il y a un courant artistique qui a bien compris ça, c'est le land art que vous connaissez. Je les sélectionne ici parce qu'il y a une fascination des land artistes comme Robert Smithson avec la Spiral Jetty ou Michael Heiser qui construit une ville tout seul dans le désert, qu'il a débuté en 72 et sur laquelle il travaille toujours. Et ce sont des artistes qui travaillent au bulldozer. Ce sont des actrices, des artistes. La spirale jetée là, que vous voyez là, elle est faite au camion et au bulldozer. Donc vous voyez là Robert Smithson en train de donner des instructions et avec un magnifique bulldozer Caterpillar. C'est vrai que les land artistes, ils faisaient ce qu'on appelle des earthworks, c'est-à-dire des ouvrages de terrassement. Et Robert Smithson, il y a aussi quelque chose que je retiens beaucoup de lui, dont je vais vous parler un peu, c'est son célèbre article de 1967, intitulé « Les monuments de Passaic ». Passaic, c'est une petite ville du New Jersey. C'est un article théorique dans lequel l'artiste soutient que le paysage urbain, insipide et ordinaire des périphéries de ville devient une antiquité récente. Et donc là d'ailleurs vous avez ici vous avez les bulldozers là ici là qui sont dans une de ces photos instamatiques. En fait l'histoire c'est que Robert Smithson prend un ticket de bus à New York, va dans le New Jersey, dans cette ville Passaic en fait qui est la ville qui lui a donné naissance, et il photographie ce qu'il appelle des monuments. Qui sont tout un ensemble de reliefs de chantiers, d'une route en cours de construction, d'un pont, des tuyaux qui s'écoulent dans la rivière qui s'appelle aussi Passaic. Donc il répertorie ces monuments, des objets collectés sur place, et l'article constitue une sorte de visite guidée de ces monuments. C'est un article très théorique où Smithson dit que le paysage ambiant de cette petite ville du New Jersey, suburbanisme en fait, cette petite ville prolifère de ce qu'il appelle des ruines à l'envers. Comme si, du point de vue géologique ou archéologique, les infrastructures et les bâtiments qui étaient en cours d'être construits montaient en ruine.
Et donc les monuments relevés par Smithson, ils n'ont pas de passé. Et le paysage est une sorte de monde autodestructeur de cartes postales, écrit Smithson. Donc c'est le présent de la modernité qui est intrinsèquement, ce présent de la modernité, selon l'analyse de cet artiste, est devenu le champ des ruines du futur. Et je vous cite Smithson, donc ça c'est les photos qui accompagnent l'article, avec les fameux les monuments de Passaic. Sur les rives de la rivière Passaic se trouvaient de nombreux monuments mineurs, comme les contreforts en béton qui retenaient les bas-côtés d'une nouvelle route en construction. River Drive était en partie retourné par les bulldozers et en partie intact. On distinguait difficilement la nouvelle route de l'ancienne, les deux se confondant dans un seul et même chaos. Comme on était samedi, la plupart des engins étaient à l'arrêt. On aurait dit des créatures préhistoriques piégées dans la boue, ou plus exactement des machines disparues, des dinosaures mécaniques écorchés. Cette ère préhistorique des machines était bordée de pavillons de banlieue d'avant et après la Seconde Guerre mondiale. Ces pavillons se répliquaient jusqu'à la lividité. Donc la ruine inversée, c'est un symptôme, c'est comme une pathologie de la modernité, un poison qui joue dans la représentation naturaliste du monde. Et le paysage suburbain, dans ce texte, n'est pas détenteur d'un passé, il est en suspension dans une forme désuète de futur. D'où les engins de chantier qui sont qualifiés de dinosaures mécaniques écorchés, parce qu'ils sont des instruments de nouvelles autant qu'étranges périodisations géologiques, parce qu'ils font un amoncellement de sédiments qui sont privés de signification. Et donc la distinction entre post et préhistoire, elle s'est perdue le long d'une voie rapide aux États-Unis, dans le New Jersey, lors de cette promenade que fait Robert Smithson le samedi 30 septembre 1967. Alors dans mon travail, je travaille un peu sur l'anthropocène et je m'intéresse au statut du paysage. Et donc le paysage, évidemment, c'est une intrication entre des agents humains et non humains, et c'est une archive vivante de notre histoire environnementale. Donc je considère qu'il faut prendre appui sur l'analyse du paysage aussi pour établir le récit des désastres écologiques, de captation du capitalisme, de l'impérialisme, du colonialisme, de tout un ensemble de récits de l'anthropocène qui sont au cœur du projet moderne. Et la question pour moi, c'est bien de savoir si on peut envisager une esthétique du paysage étendue à l'altération de l'habitabilité de la Terre. Donc, si ce qui guide en fait la reconnaissance de quelque chose comme un paysage dépend de la façon dont une expérience esthétique va collecter les matériaux de la situation, en l'occurrence, on a affaire à une situation troublée. Et du coup, ce questionnement épistémologique, j'en ai un petit peu décliné dans l'histoire de l'art quelques étapes. Je vous parle sommairement d'un, je ne contrôle pas l'heure, mais quelqu'un me fera signe quand on aura dépassé les 40 minutes, s'il vous plaît. Une expo assez célèbre de 1975, New Topographics, les nouveaux topographes. C'est une expo qui se situe à Rochester, dans l'État de New York, et qui va avoir un gros retentissement. Il y a 10 jeunes photographes, dont certains vont devenir extrêmement célèbres, dont le travail est présenté. C'est des photographes de paysages. Mais ils ne font pas du paysage pittoresque. Ils ne font pas du paysage romantique. Ils ne font pas du Ansel Adams, qui était membre de l'association écologiste du Sierra Club, qui photographiait la wilderness. Eux, ils photographient des parkings, des paysages intermédiaires, in between, des bâtiments industriels, des silos, des lotissements. Il y en a que vous connaissez très bien, c'est Bern et Hilla Becher, c'est les seuls Européens qui figurent dans cette exposition. Et l'exposition, elle s'intitule « Nouvelle topographie, photographie d'un paysage altéré par l'homme ». Et le catalogue ne regorge pas d'éléments théoriques sur ce concept d'altération du paysage, mais on y reconnaît le paysage de tous les jours, le nouveau paysage vernaculaire américain, en fait, qui est un paysage de
de l'extension qui devient le nouveau... voilà. L'un des photographes qui s'appelle Robert Adams, dont vous voyez une photo ici, dit qu'il a eu le désir de ramener les choses à la maison, à Tom. Et selon lui, il fallait, par exemple, en tant que photographe, regarder comment, je cite, une vieille femme seule est obligée de rapporter ses courses dans la chaleur d'août sur un parking de 20 hectares. Et pour lui, c'était ça, il considérait qu'on avait besoin de voir toute la géographie. Et donc celle aussi de l'artificialisation des sols, de l'aménagement. Donc voilà les photographes de New Topographics. Lequel? Frank Golk, Joe Deal, Lewis Baltz, bien sûr. Bon, Robert Adams, Henry Wessel Jr. Et puis, les seules photos couleurs qui figuraient, c'est celle de Stephen Shore, qui a le doux, qui a le don quand même il appelait ça les uncommon places, des croisements routiers, des angles de bâtiments sur rue principale, des drive-in en plein soleil. C'est vraiment le sentiment géographique de l'Amérique contemporaine, avec des motifs communs qui se répètent chez tous les photographes de cette exposition New Topographics. On voit l'empreinte territoriale de l'automobile, on voit les entrepôts, on voit l'étalement urbain de Boston, d'Albuquerque, de Denver. Et c'est une époque aussi qui est marquée aussi par Learning from Las Vegas que je mentionnais tout à l'heure, qui est un essai d'architecte de 1972 qui va documenter le strip des casinos de Las Vegas et où on peut lire par exemple le parking de supermarché correspond à une phase contemporaine de l'évolution du grand espace après Versailles. Donc, tu vois. Donc c'est ce paysage commun, mais qui est un paysage commun, mais en déficit de communauté. Donc toute la question est de savoir comment on engage en fait une responsabilité, une éthique, voilà, un sentiment patrimonial aussi dans cet environnement écologique. Allez, le D9. Donc le bulldozer. Bon, mon préféré, c'était ce modèle, le D9 de Caterpillar. Donc j'ai fait le détour par Robert Smithson, dont vous avez vu l'usage du bulldozer. Les New Topographics. Et ce que vous avez vu m'invite à vous poser la question, quand est-ce que vous aussi, vous vous êtes rendu compte que le bulldozer faisait partie de votre famille? Moi, je considère qu'il fait partie de mon cousinage, en fait. Les paysages environnants, en fait, tous les paysages dans lesquels j'ai vécu doivent énormément à cet objet technique qui est le bulldozer. Et à quoi ressembleraient les infrastructures, les périphéries urbaines, tout ce qu'on nomme même l'aménagement du territoire, si les bulldozers n'avaient conquis notre écoumène. Et derrière les autoroutes, derrière les zones commerciales, derrière l'imperméabilisation des sols, il y a le bulldozer. Et toutes nos géographies, tous les parcours de vie qu'on peut avoir aujourd'hui sont intimement liés à l'entrée du bulldozer dans notre famille il y a 3 générations seulement. Alors le bulldozer, il a des précurseurs un peu lointains, donc ça c'est le brevet de 1923. Bien sûr, cette machine, c'est un descendant des charrues que les colons et les pionniers de l'Ouest utilisaient pour niveler les terres, pour le défrichage des forêts, pour la préparation des terres pour les cultures, le creusement de canaux. Tout ça a longtemps fait appel, avant cela, à des outils simples, à de la force de travail humaine et animale. Et les pelles mécaniques à vapeur apparaissent au XIXe siècle. Ce sont elles qui facilitent l'expansion ferroviaire, l'exploitation minière, la construction des barrages. Ce sont les godets de ces pelles mécaniques à vapeur qui ont permis d'accélérer le chantier du canal de Suez, qui ouvre en 1869. Et bulldozer, d'abord c'est en 2 mots, ça désigne
uniquement la lourde lame métallique horizontale qu'on va fixer sur un tracteur, d'abord un tracteur à vapeur, pour déplacer de la terre, et puis bon, bien sûr le tracteur diesel. Donc l'outil bulldozer, cette lame métallique qu'on adjoint au tracteur, ça entre dans les catalogues agricoles dans les années 1915. Caterpillar, initialement Caterpillar Tractor Company, s'est fondé en 1925. Et tracteurs à moteur diesel et à chenilles apparaissent dans les années 30. Il y a aussi évidemment ce qui va faire le grand succès du bulldozer, c'est les commandes hydrauliques qui permettent d'ajuster la lame avec un levier, sans descendre du tracteur, sans s'arrêter. Donc ça apparaît dans les années 40 et ça va progressivement remplacer un réglage qui se faisait avant par câble de levage. Donc, comme souvent, quand on évoque des sagas industrielles, le bulldozer, évidemment, il a son baptême du feu avant de se répandre sur le front domestique du génie civil. Là, je m'appuie sur une remarquable histoire du bulldozer qui est rédigée par une urbaniste qui s'appelle Francesca Russello. Francesca Russello Amon. Et elle rappelle comment l'engin de chantier, en fait, s'est diffusé à partir des mouvements au sol de la Seconde Guerre mondiale, puisque les forces alliées déployèrent pas moins de 100 000 de ces engins sur divers théâtres d'opération. Là, vous voyez un bulldozer qui pousse des gravats, le fameux D7. Et vous voyez la publicité de 1944. Nous sommes dans une guerre qui consiste à bouger de la terre. Dirt Moving War. Donc les Alliés déploient énormément de bulldozers parce que la guerre serait gagnée par celui qui arriverait à déplacer le plus de gravats possible et à faciliter les déplacements logistiques. Et au cours des 6 premiers mois d'engagement dans la Seconde Guerre mondiale, donc il y a un corps des ingénieurs de l'armée américaine qui calcule tout ça. Et donc l'armée américaine déplace 1,5 milliard de mètres cubes de terre rien que dans les 6 premiers mois d'engagement des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Donc ça dépassait considérablement le volume de terre qui avait été manœuvré pour le creusement du canal de Panama. Alors il y avait le front Pacifique notamment. Donc là vous voyez les bulldozers en action dans divers théâtres, et notamment après le bombardement évidemment des villes, Dresde, Berlin, Hambourg, Cologne, c'est un paysage de ruines. Donc le bulldozer est au front de bataille. Et sur le front Pacifique, les terrassiers de l'armée, ils s'appellent les Seabees. D'ailleurs, il y a un film de John Wayne. Donc ça, c'est les Seabees qui vont dévaster les jungles donc dans la guerre du Pacifique. Et qui vont... il y a d'ailleurs un film très mauvais où John Wayne joue l'un de ces terrassiers de l'armée, et avec un bulldozer qui s'appelle Natasha, et donc c'est très, très raciste. Vous les voyez avec le bulldozer écraser des Japonais. En fait, le bulldozer répond quand même à une stratégie guerrière qui est celle de l'urbicide, en tout cas en Allemagne et au Japon notamment. C'est-à-dire vraiment une stratégie vraiment du bombardement massif des villes civiles. Et les architectes américains se frottent les mains derrière. Le très vénérable Frank Lloyd Wright dit que je ne dirais pas que le bombardement de l'Europe n'est pas une bénédiction, car au moins il donnera aux architectes là-bas une chance de tout refaire à neuf. Donc voilà, on apprécie Frank Lloyd Wright pour d'autres choses. En tout cas, c'est une culture, le bombardement, l'urbicide, c'est une culture de la page blanche qui va après se répandre merveilleusement dans les modifications paysagères de l'après-guerre, une fois qu'on a civilisé en fait le bulldozer. Et en 1950, il y a un magazine américain, Business Week, qui consacre 2 pages centrales à ce qui est présenté comme une innovation majeure à l'époque dans le domaine immobilier. Et c'est le début des tract houses, c'est-à-dire des grands développements de quartiers résidentiels périurbains, notamment en Californie. Alors, j'ai une image en Californie.
Donc ça, c'est une Santa Ana, en Californie, en 1946, et là, en 1972. Vous voyez le contraste. Donc c'est du projet de bulldozer, ça. Donc la première construction, c'était Lakewood Park, en Californie, et c'était 17 000 maisons qui étaient construites sur 1400 hectares. Au rythme, il fallait livrer 1000 villas par mois. Mais pas seulement que des villas, il y avait 17 églises, 20 écoles, un shopping center, des banques, stations-service, des cinémas, des parcs. Et les magazines s'enorgueillissent en fait de la façon dont les travaux de terrassement déplacent des millions et des millions de mètres cubes de terre pour le drainage, pour les rues, pour les égouts, pour les adductions d'eau. Et on s'enthousiasme évidemment sur ce calendrier de construction totalement inédit, avec des résidences clonées, alignées en rang rectiligne, comme vous voyez ici, qu'on appelle les tract houses, sur une surface plane préparée par le bulldozer. Donc, avec plus ou moins de raffinement technique, vous savez que la fabrique du paysage urbain contemporain, par terrassement, elle n'a guère varié, c'est toujours la même. Alors, lorsque je jouais avec mon modèle réduit de D9, qui était mon préféré, je ne savais pas que c'était aussi le préféré d'Ariel Sharon. Dans les années 60, l'armée israélienne, en fait, fait adopter ce bulldozer, qui demeure encore aujourd'hui l'un des plus terrifiants engins de guerre qu'on utilise en Cisjordanie. Et lors de la deuxième intifada, c'est le D9 perfectionné par l'armée israélienne qui est utilisé. Au D9, on lui confie la tâche de détruire tous les services urbains palestiniens de la bande de Gaza, donc dans le village de Rafah notamment, les réseaux d'eau, d'électricité, puis on fait le no-go zone, en fait on étend le no-go zone de la bande de Gaza en démolissant les maisons palestiniennes. Et Ariel Sharon, son surnom c'était Arik le bulldozer. Voilà, vous voyez le D9 militarisé en opération sur le territoire de Golan. Bon, d'un colonialisme à l'autre, le bulldozer est aussi la cheville ouvrière de ce qu'on appelle un autre nom de l'Anthropocène, le Plantationocène, c'est-à-dire l'éradication des forêts tropicales, des forêts primaires, pour notamment planter des palmiers pour faire de l'huile de palme. Là, les photographies se ressemblent toutes, qu'on soit en Papouasie, au Pérou, au Cameroun, en Amazonie. Donc les déforestations à coups de machines telles que les bulldozers. Donc j'ai gardé cette image pour Bruno. Mother Earth is going to have Earth lifted. Donc le lifting de Mother Earth. Hein? Elle est assez terrifiante. Et alors, mais c'est vraiment quand même, c'est un équipementier hydraulique. C'est celui qui va en fait améliorer les vérins hydrauliques des Caterpillar, qui fait cette publicité dans un magazine militaire de 1944. Donc, en prétendant que c'est hyper positif en fait de lifter la surface de la Terre. Donc, les sédiments dans tout ça. Bon, vous connaissez très bien toute cette partie de l'histoire sans que je doive beaucoup la détailler. Le bulldozer fait un lifting à Mother Earth. C'est un peu la raison d'être des observatoires de la zone critique. Vous savez que la fabrique du sol, la pédogénèse, est aujourd'hui majoritairement le fait des humains, au point que des fois, il y a certains sols qu'on appelle des anthrosols, que les humains plient à leur usage 13 milliards d'hectares de surface terrestre, déplacent au moins 3 fois plus de quantité de sédiments de ce que les océans reçoivent du système hydrographique terrestre, remuent pour leur culture des milliers de kilomètres cubes annuellement de terre pour faire de l'agriculture. Donc nous sommes devenus des mangeurs de terre et des techniciens de surface. On
fait du lifting. Alors, ça me rappelle que avant que Paul Crutzen propose la notion d'anthropocène, il y avait un glaciologue, Roger Leb Hooke, en 1994, qui écrivait le constat suivant: Homo sapiens est devenu un agent géomorphologique remarquable. Si l'on associe nos prouesses de terrassement à l'augmentation involontaire de la charge sédimentaire des cours d'eau et à l'impact visuel de nos activités sur le paysage, force est de constater que pour le meilleur et pour le pire, cet agent biogéomorphologique est peut-être le premier agent géomorphologique de notre temps. Il y a un prudent peut-être qui quand même a remisé maintenant qu'une montagne d'études a démontré effectivement que nous étions un agent géomorphologique de premier ordre. Alors vous savez qu'il y a un courant de pensée qui est relativement marginal, mais qui a son influence, qu'on appelle l'accélérationnisme, dit il faut accélérer, il ne faut pas rebrousser chemin de ce point de vue, il faut continuer en fait à construire la niche écologique pour faire la terraformation, l'artificialisation de l'habitat terrestre. Donc il y avait un designer autrefois qui s'appelait Richard Buckminster Fuller, qui était un petit peu de cette idée-là, et puis actuellement il y a Benjamin Bratton, qui défend la terraformation. Bien sûr, vous savez aussi que c'est une façon de considérer la planète comme un système fermé dont on peut maîtriser les paramètres avec une équivalence de la biosphère et du vaisseau spatial Terre. Après, Bruno a beaucoup écrit avec Peter Sloterdijk sur l'esthétique du globe et comment cette perspective immunologique du globe était ce dont il fallait se défaire. Je réfère au spectacle Inside notamment. On ne peut pas se tenir à l'extérieur du paysage, comme depuis la capsule d'Apollo 8 en décembre 68. Donc être terrestre, ce n'est pas habiter ce globe. Donc les sédiments, les solides fluides que sont les sédiments, j'en viens un peu à ma conclusion, ont contribué en fait à des compétences sociales, économiques, environnementales des collectifs humains. Je pense que la maîtrise des sédiments appartient à la pellicule technique qui a formé, pour le meilleur et pour le pire, comme écrivait Hooke, un monde commun. Et donc cet usage des sédiments, comme toute entité qui a été durablement intégrée à notre culture technique, évidemment, il n'est pas neutre, il n'est pas simplement mécanique. Je pense avoir montré, derrière la poussée du bulldozer, il n'y a pas simplement de la mécanique. Donc vous savez que les infrastructures de barrage, par exemple, illustrent cela, qui piègent les apports sédimentaires du bassin versant. Et vous avez beaucoup d'études sur les barrages. Je vous renvoie pour tout ce qui est chiffré à Jaya Sivitsky, sédimentologue, qui a écrit un papier de synthèse en 2022 sur les cycles sédimentaires de la Terre durant l'Anthropocène, qui est un papier brillantissime où vous allez trouver toutes les données chiffrées. Bon, par exemple, la capacité des barrages de grande hauteur qui augmente de 2200% entre 1950 et 2010. Bon, tout un ensemble de chiffres sur les gigatonnes de sédiments qui sont mobilisés par an, des échelles quantitatives de sédimentation en fait artificielle qui sont assez surprenantes. Néanmoins, ça nous ramène en fait à des choses qui sont très primitivement en fait ancrées dans la relation des humains au cours d'eau. Le dragage, le séquestrage des sédiments, en fait, c'est très primaire. Je crois que vous prenez les premiers gestes de la main d'un bébé, la paume creusée en coupelle, les doigts tendus, ou bien en bêche, et vous voyez le contentement que prend le petit homme à manipuler les solides fluides dans son assiette ou dans un bac à sable. En fait, cette gestuelle, c'est l'apprentissage de la culture minérale qui a trait à la maîtrise de la terre et de l'eau. Et donc les sédiments sont entrés, d'après moi, en politique il y a longtemps. Donc Homo sapiens s'est imposé comme terrassier, comme technicien de surface. Et être humain, donc c'est un peu ma thèse, c'est ajouter
des discordances. Être humain, c'est ajouter des discordances au grand registre géologique. Alors une discordance, c'est une absence ou une rupture dans l'enregistrement géologique. Donc être humain, c'est fabriquer des discordances et des solutions de continuité multiples qui surviennent à toutes les échelles, du bord de rivière au grand paysage continental, et même si on considère les radionucléides des premières bombes atomiques qui sont omniprésentes à la surface de la Terre. Il y a 12 000 ans déjà, les 3/4 des terres de la planète étaient transformées par l'action humaine. Il y a des modifications, on a des études tous les jours sur les modifications d'écosystèmes par les hominines qui remontent très très au-delà d'il y a 12 000 ans. On a des données paléo-environnementales, en palynologie notamment, l'étude des pollens. On a montré qu'il y a plus de 80 000 ans, on connaissait déjà en Afrique une pratique de brûlis et d'érosion qui se marquait par une érosion des hautes terrasses alluviales pour favoriser la pousse de certaines plantes et pour diversifier les ressources alimentaires. On sait que durant des millénaires, les aborigènes d'Australie avaient pratiqué aussi ce soin de la terre des brûlis. Donc voilà, la relation en fait au sédiment, elle est très profonde et elle appartient en fait à l'anthropisation et à l'hominisation en fait. Mais les humains sont devenus un danger pour la biodiversité. C'est sans doute pas parce qu'ils ont sédimenté, c'est-à-dire parce qu'ils ont utilisé, qu'ils ont intégré les sédiments dans leurs compétences. C'est peut-être pas le vice de forme, c'est pas là. Parce que sédimenter, ça fait partie de l'anthropogénèse, ça fait partie de la fabrique de l'homme et du monde par le fait technique. Mais évidemment, c'est en éliminant certaines cultures sédimentaires, en pratiquant des épistémicides, c'est-à-dire des destructions de savoirs ancestraux et vernaculaires qui avaient trait au sol, qui avaient trait aux hydrosystèmes. C'est en colonisant, comme on l'a vu, avec les forêts dévastées, des milieux habités, en érodant des paysages par des activités extractives, que l'Occident a imposé un nouveau cycle sédimentaire qui n'est pas tenable et a imposé une fossilisation sociale qui est démultipliée par la puissance du feu, par l'usage de certains sédiments qui sont les sédiments carbonés. Donc voilà, D9, c'est un proche cousin qui me permet de parler des cycles sédimentaires et qui me permet juste de dire que, formuler cette idée selon laquelle il y a une matérialité fossile sédimentaire qui est au cœur de l'expression consciente de notre identité, de nos connaissances, de nos représentations du monde. Et en d'autres termes, le géologique sous-tend notre histoire subjective. Et c'est entré dans nos albums de famille, en fait. Voilà. Donc si on veut, à présent, que habiter la Terre ne soit pas un projet complètement foireux, comme ici, The Doomed Earth Catalogue, qui était une parodie du World Earth Catalogue, qui était le grand journal des beatniks et de Buckminster Fuller, le catalogue de la Terre. Donc ici, c'est la Terre qui est foirée. Donc il faut desserrer ces ruines à l'envers dont parlait Robert Smithson. Parce que l'Anthropocène, ça signifie que c'est depuis une fossilisation future qu'on interroge nos pratiques et nos modes de vie présents. C'est-à-dire c'est une sorte d'archéologie sur nos ruines contemporaines, en fait. Donc je l'ai dit, il faut habiter la discordance d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on habite forcément des discordances, on n'habite pas un seul plan, on n'habite pas un sol homogène, on n'habite pas l'espace cartésien, on habite en zone critique, et ça veut dire qu'on doute que ce sol fragile puisse encore soutenir notre poids, et donc il faut que le technicien de surface s'allège. Et comment doit-il s'alléger ? Notamment en éprouvant les potentiels de cette discordance géologique par laquelle une espèce entière en fait, a décidé de bifurquer vis-à-vis de l'ensemble du monde vivant en replaçant dans l'histoire environnementale des civilisations, les civilisations sédimentaires, comment ça a fonctionné, comment certains cycles hydrosociaux plus vertueux ont pu fonctionner,
et en faisant entrer les Sandibans, bien sûr, dans les assemblées politiques, et en élargissant aux puissances minérales des compétences d'aménagement. Donc voilà pour D9. Merci.